Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Passage officiel de témoins de la force africaine MISCA, une mission des Nations Unies. La MINUSCA, le doublement des effectifs devra permettre une meilleure couverture du territoire centrafricain. Et puis ouverture de la 17e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA ce lundi à Dakar. Les négociations décriées de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne cristallisent la rencontre. Et en fin d'édition, un mot de culture, nous irons en Angola à la rencontre de Teta Lagrima, un chanteur-compositeur angolais qui sort son 9e album. La résolution 2149 du Conseil de sécurité de l'ONU désormais effective. Le transfert de pouvoir de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, MISCA, à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, est en place depuis le 15 septembre. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, a pris le relais de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ce samedi 15 septembre 2014. La MINUSCA aura plusieurs missions. Elle devra servir notamment à accompagner la transition en assurant les missions de sécurité, mais surtout le désarmement des factions rivales. Objectif, parvenir à sécuriser la Centrafrique pour un retour à la paix et garantir son intégrité territoriale. Une 10e mission de maintien de la paix qui devrait cependant faire face à plusieurs obstacles. En tout cas, cette mission, si les choses restent en l'état, ne changera rien à la situation sécuritaire en Centrafrique. En tout cas, si la mission est essentiellement cantonnée à Bangui et autour de Bangui, le pays est vaste. Et précisément, les exactions, les échanges de tirs, les combats se déroulent en dehors de Bangui pour l'essentiel. Il est vrai que le Conseil de sécurité a fait une déclaration hier indiquant que la mission de la MINUSCA était de se déployer très très rapidement sur l'ensemble du territoire, à la fois ses éléments civils et ses éléments militaires. Donc si ce déploiement a lieu et très rapidement, cela changera peut-être la donne. Et pour cela, Bambari, la ville dans laquelle la Seleka a installé son état-major, sera un test pour la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, qui devra réussir à désarmer l'ensemble des groupes armés. Il y aura un point crucial, me semble-t-il, pour savoir quelle est la volonté de la nouvelle mission des Nations Unies, c'est lorsqu'il se déploiera et qu'il arrivera autour de Bambari. Bambari, c'est la ville où la Seleka a décidé d'installer son état-major et le moment de l'arrivée de la MINUSCA à Bambari sera un moment de vérité. Est-ce qu'il s'agit de désarmer comme la résolution du Conseil de sécurité l'a donné comme mandat dès le départ? Est-ce qu'il s'agit de désarmer les bandes armées, la Seleka comme les anti-Balaka? Est-ce qu'il s'agit de discuter à nouveau, de négocier avec ces troupes-là? Et s'il s'agit de négocier, je pense que la situation sécuritaire sera toujours la même. Aujourd'hui, ce que les Centrafricains attendent, c'est que les armes se taisent. Pour que les armes se taisent, il faut que les uns et les autres soient désarmés. Et la protection des civils ne peut pas se faire autrement que de cette manière-là. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, est composée de 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent, alors que la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ne disposait que de 5 800 soldats. Plus de force donc pour la nouvelle force onusienne pour enfin réussir sa mission de maintien de paix. Le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche scientifique délivré ce lundi à Sipopo a impulsé une prise de conscience de l'ensemble du continent africain. Politiques et scientifiques s'accordent à dire que l'Afrique doit s'unir pour mettre fin au drame sanitaire qui touche certains pays, à l'instar de l'épidémie d'Ebola. Les précisions de Guillaume Durand. Trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est l'appel lancé par le chef de l'État guinéen Alpha Condé à l'occasion du prix UNESCO Guinée équatoriale délivré ce lundi 15 septembre à Malabo. Le président guinéen a notamment appelé l'ensemble des citoyens africains à lutter conjointement contre l'épidémie d'Ebola. Nous devons mobiliser l'Afrique et les Africains dans la lutte contre l'Ebola par des initiatives concrètes, notamment mobiliser des fonds à travers des initiatives concrètes qui permettent aux Africains qui vivent en Afrique et ailleurs de participer concrètement en récoltant à travers les réseaux sociaux et les appels téléphoniques, comme le font des ONG en Europe, par exemple. Si chacun
donne à travers ce type de médicaments 1 euro, c'est des centaines de millions qui seront récoltés et cela permet à tout le monde de participer. Le président guinéen Alpha Condé a également appelé l'Afrique à renforcer les campagnes de sensibilisation et les mesures de protection face au virus Ebola. Déclarer la guerre à Ebola, c'est aussi mettre en place des mesures de moyens exceptionnels pour combattre ces fléaux. Mais nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Après le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en République démocratique du Congo. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà causé le décès de 2400 personnes. La 17e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UMOA s'est ouverte ce lundi à Dakar, au Sénégal. Les négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne seront au centre des discussions. Un accord commercial qui n'est pas avantageux pour les deux parties, selon le professeur sénégalais Malik Ndiaye. On l'écoute. Le président du Parlement a effectivement souligné la nécessité d'un accord entre partenaires égaux, mais de qui se moque-t-on quand on sait que la plupart des pays vivent sous un endettement jamais égalé, avec des industries qui battent de l'aile, ou bien, pour le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, le café, le cacao, qui sont en réalité sous tutelle parce que les prix sont fixés ailleurs. Il y a donc aujourd'hui des raisons de penser que la pression effectuée par l'Union européenne a pour but de détruire de fond en comble les petites et moyennes entreprises qui existent déjà. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz plaide pour un retour au week-end universel samedi et dimanche. Les jours chômés dans le pays étaient jusqu'à là vendredi et samedi en conformité avec la religion d'État, l'islam. Un réajustement qui apparaît comme une nécessité pour l'économie du pays, comme nous l'explique le reportage de Franck Noudofina, notre correspondant en Mauritanie. Modification des jours et horaires de travail en Mauritanie. Le dernier Conseil des ministres a consacré le passage officiel du pays au rythme du congé hebdomadaire international. Les jours du week-end ne sont donc plus vendredi et samedi, mais samedi et dimanche. Le décret du gouvernement a introduit une répartition du temps de travail qui se traduit par 4 journées de 9 heures, du lundi au jeudi de 8h à 17h et vendredi de 8h à 12h à compter du 1er octobre prochain. Les week-ends étaient consacrés au jour du jeudi à vendredi dans un premier temps. Cela fut changé il y a de cela quelques dizaines d'années, et en vendredi, samedi. Par la suite, les Mauritaniens étaient revenus sur cette décision en 2005 en instituant de week-end dominical, notamment samedi et dimanche. Après le coup d'État de 2005, l'opinion mauritanienne pro-islamiste avait mis la pression sur le pouvoir en place pour ramener le week-end au vendredi et samedi. 9 ans plus tard, le décret pris par le dernier Conseil des ministres ramenant le week-end au samedi et dimanche ne fait pas l'unanimité. Les principaux détracteurs de cette décision sont les leaders religieux et les syndicats des travailleurs. Cette décision vient en contradiction et aussi en violation de la loi, puisque la durée hebdomadaire est de 40 heures par semaine et 8 heures par jour, alors que le nouveau décret institué fait de cette journée 9 heures de temps d'affilée. Il n'y a pas que des détracteurs du décret pris par le gouvernement. Dans les secteurs financiers, économiques et commerciaux, la décision gouvernementale fait des heureux. Elle va permettre justement à la Mauritanie de gagner 20% de temps de transaction à l'international. Si l'on se réfère par exemple au volume de transactions
entre la Mauritanie et l'État national, on se rend compte qu'un tel gain de 20% pourrait avoir des répercussions positives sur la croissance économique. Le transfert du week-end au samedi-dimanche est, selon certains analystes, le résultat des recherches économiques et d'études mises en place pour éviter des pertes considérables à la Mauritanie sur le plan économique et diplomatique. Une trentaine d'athlètes handicapés représenteront le Burkina Faso en juillet 2015 aux États-Unis. Ces sportifs ont été retenus lors des Jeux nationaux spéciaux olympiques Burkina les 12 et 13 septembre dernier. Notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré, a suivi cela pour nous. Une nouvelle œuvre discographique dans le marché du disque angolais. Lagrimas de Coração en est le titre. L'album à 10 chansons est une sélection de kizomba et semba, des originalités angolaises qui prennent de plus en plus d'allure sur le plan international. L'auteur de Lagrimas de Coração, Teta Lagrima, s'est donné dès 8 heures de ce dimanche 14 septembre 2014 à l'exercice d'autographe ici à la place de l'indépendance de Luanda, conformément aux habitudes angolaises. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les sportifs burkinabés. Et ceci marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.